Donc on va continuer. Logiquement, maintenant, on a parlé de maturité technologique et donc maintenant, on va parler de vin. Donc Gilles Masson va vous présenter tout ça. Et donc juste pour introduction, hein, Gilles est le directeur du centre de recherche sur le vin de rosé. Et depuis 2011, il a aussi la responsabilité du pôle national rosé de l'Institut français de la vigne et du vin. Voilà, donc Gilles, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et je te mets ta présentation. Tu peux utiliser ça si tu veux. Oui, ben j'aime autant le micro baladeur finalement. Oui, j'ai fait suivre mon sac. Je vais devoir partir sans attendre l'apéritif, j'en suis désolé. Un dernier intervenant qui part avant, un premier intervenant qui arrive en retard, décidément, c'est un peu la foire. Merci. Alors, je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, j'en ai pour un quart d'heure à tout casser. Je vais essayer d'aller au pas de course parce qu'il est tard. Et je vais volontairement désobéir par rapport à la commande. Donc, j'ai entendu dire qu'on allait que j'allais devoir parler de vin. Et je ne vais pas parler de vin ou très peu. Simplement pour vous dire que le vin du millésime 2016 était très très bon dans notre région, comme souvent d'ailleurs. Je voulais pas m'attarder là-dessus parce que bon, s'exprimer sur la qualité d'un vin, c'est toujours un peu compliqué. Et donc voilà, je désobéis en sortant de ma peau de scientifique qui m'habite tous les jours. Et deux, plutôt que de parler de millésime, je vais parler de millénaire. Et je vais me faire un peu l'historien du rosé, enfin, du moins des éléments que j'en ai, pour essayer de retracer un peu la belle histoire et la belle aventure de ce vin, non pas pour se gratter le nombril et se faire plaisir, mais pour essayer de se projeter dans l'avenir, peut-être en lien d'ailleurs avec les intervenants précédents. Alors il faut toujours se souvenir que le premier vin sur Terre a probablement été du rosé. Pour ceux qui disent que c'est une mode ou une tendance récente, vous pouvez leur dire qu'en Mésopotamie, en Égypte ou en Grèce, quand on voit des fresques, on voit que le process de l'époque, c'était un process, il ne faut pas l'oublier, et bien consistait à fouler les raisins au pied, à en extraire du jus légèrement coloré qui était mis en fermentation et qui donnait un vin de couleur claire qu'on pourrait assimiler à notre rosé aujourd'hui. Tout ça a continué longtemps dans le temps et en France, on retrouve des choses qui nous font penser que là aussi, le vin prédominant était du rosé. On l'appelait d'ailleurs clairé jusqu'à la fin du XVIIe siècle où les choses ont commencé à changer et puis un peu après aussi. C'était un vin de l'oisiveté, c'était le vin des aristocrates. Il y a la Révolution française qui est arrivée là-dessus et on a mis en avant la valeur du travail. L'aristocratie a un peu perdu le contrôle du pouvoir. Il s'est passé des choses et on voit très bien sur ce graphique qu'on pourrait regarder à une autre occasion. La bascule, il y a un pointeur là je pense, si j'arrive à le trouver, non, oui c'est ça. On voit bien la bascule, on était plutôt rosé et tout à coup on est parti sur le rouge là. Entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, avec des valeurs associées à ces vins qui étaient relativement différentes. Mais vous voyez, vin clair, claré, clairé, rosé, tout ça a habité longtemps notre histoire. Ceci dit, donc, avec cette bascule vers un vin nourricier, vers un vin plus laborieux qui servait d'aliment quasiment, et surtout aux travailleurs, il est resté quelques bastions quand même de ce qu'on appelait les vins rosés. J'ai utilisé quelques noms, il reste quelques territoires traditionnels de production de rosé, Tavel, Val-de-Loire, Champagne, Provence, j'en oublie bien d'autres, bien entendu, où là on a continué à s'appliquer sur le rosé. Alors je vais un peu au pas de charge, je ne suis pas un vrai historien, simplement je crois qu'il y a un élément qui a été important, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, on parle souvent des congés payés, avec des changements de valeur, les sociologues nous l'expliquent, et tout à coup des goûts de vacances, de soleil, la fameuse Nationale 7, qui nous conduisait vers la Côte d'Azur, vers les plages, où on commençait à consommer ce vin dont on est les spécialistes, ces rosés de plus en plus clairs, on le verra aussi tout à l'heure. À boire sur place, j'ai mis les pieds dans le sable, les boules à la main. Tout ça, c'est pas des clichés, c'est une réalité. Mais là, il s'est produit un déclic, et j'y reviendrai tout à l'heure, un déclic, je pense, sociologique. Et c'est vrai qu'il faudrait qu'on engage des thèses d'études sur ces questions-là.
un déclic qui s'est poursuivi tout au long du XXe siècle. Nous, on mesure que la fin là, de cette partie du XXe siècle. C'est quand même une réalité qu'en 25 ans, les parts de marché du rosé ont triplé. Ça, c'est juste un focus sur la grande distribution. Aujourd'hui, une bouteille sur 3 qui sort de supermarché est un vin rosé. Il ne faut jamais oublier ça. Alors donc, effectivement, ça a été une aventure extraordinaire. J'ai l'habitude d'appeler ça la belle histoire du vin rosé, qui est sans doute, on peut faire des tas d'hypothèses, mais qui est due à 2 phénomènes principaux. Tout d'abord, un qui nous est un peu étranger, ici dans cette salle, nous qui sommes des gens qui travaillons pour le vin et les vignerons, c'est le consommateur tout seul, qui s'est entiché de ce vin, qui en a fait son vin chouchou, tout simplement par, j'allais dire, ses codes de consommation, ou plus exactement ses non-codes. Le consommateur a aimé ce produit qui était libre de codes, pour lequel il n'était pas nécessaire d'avoir lu un traité d'œnologie avant de le goûter, et qu'il n'était pas obligatoire de faire tout un discours ensuite quand on l'avait goûté. Par contre, on s'était fait plaisir, et on a vraiment décomplexé le consommateur avec ce vin-là. Contrairement aux grands vins blancs et grands vins rouges qu'on aime, et c'est pas du tout, on les oppose pas, mais qui ont des codes extrêmement différents. Les consommateurs nous disent, on aime ce vin qui n'est pas prise de tête, qui est facile d'accès, qui est synonyme de tas de choses, et notamment de convivialité, de plaisir immédiat, d'amitié, d'amour et d'affection. Ça, c'est pas des histoires, moi, vous allez me taxer, je suis un ambassadeur du rosé, vous le savez, mais ce sont des réalités. Tout ça, c'est pas des histoires, c'est basé sur des travaux d'historiens, de sociologues. C'est même sociologues qui nous ont dit votre vin, il est dans l'esprit du temps. Alors pourquoi il est dans l'esprit du temps? Tout à l'heure, j'ai parlé de vacances et de loisirs. Que ça plaise ou que ça plaise pas, les choses ont changé. On n'est plus tout à fait dans la société judéo-chrétienne qu'on connaissait il y a 100 ou 150 ans. On a peur de l'avenir, on a besoin de se faire plaisir tout de suite et de prendre ce qui passe. Et le rosé va très bien avec ce type de mode de consommation et avec cet état d'esprit. Donc on a eu beaucoup de chance, il faut le dire. Le fait est que voilà, les consommateurs ont adoré ce vin. Tout ça serait resté une mode. On continue à entendre parler de la mode du rosé. Moi, je m'inscris en faux contre ce mot. C'est pas une mode. Un phénomène qui dure 30 ans, c'est pas une mode, c'est une tendance lourde. Mais cette tendance, elle a été permise par le travail des vignerons. S'il y avait eu que les consommateurs, comme ils changent de chaussures toutes les années, ils auraient changé de vin au bout de 10 ans. Là, on a un phénomène qui a été consolidé, petite courbe en bas, par les efforts qualitatifs qu'ont fait les vignerons. Et ces consommateurs qui aimaient ce vin ont trouvé sur leur route un vin de plus en plus qualitatif. Tout le monde est là pour reconnaître que ça a beaucoup changé en 20 ou 30 ans. Donc on a consolidé ce phénomène-là. Les vignerons ont investi dans le matériel, dans la matière grise. Et l'exemple de la création du Centre du Rosé est un bon exemple. Voilà un peu où on en est. Donc ce phénomène perdure et tout va bien et on est extrêmement heureux. Tournons-nous 5 minutes du côté cave où, il est vrai, de gros efforts et de gros progrès ont été faits. Et ça a donné un vin quand même particulier. 4 étapes, me semble-t-il, essentielles dans la progression œnologique, la microbiologie et de façon générale les biotechnologies. Tout à l'heure, je crois que c'est Rémi qui parlait des fournisseurs de produits œnologiques. En 95, il y avait 2 levures pour fermenter les rosés. Et encore, c'était des souches blancs et rosés. Aujourd'hui, vous avez des catalogues pleins de biotechnologies, notamment pour fermenter nos rosés. Le froid a été une avancée considérable, nous a permis de récolter des raisins froids, de tenir les mous et les vins à des températures fraîches qui sont synonymes de qualité. Puis le 3e chantier encore en cours de la maîtrise de l'oxygène. On a compris que l'oxygène était un ennemi pour le vin rosé et on l'a maîtrisé. Et enfin, un chantier en cours, celui de l'élevage, de la conservation des vins. Ce vin fin et élégant qu'on aime, il est fragile et il faut le conserver dans des conditions particulières chez nous ou lorsqu'il part de chez nous et qu'il va conquérir les marchés internationaux. Donc on est arrivé à ce vin qu'on connaît aujourd'hui, que vous allez goûter à l'apéritif sans doute tout à l'heure. J'ai appelé ça idéotype, j'aurais pu utiliser un autre mot. Le Provence est connu pour son côté clair, fruité et rond. Et on a peut-être,
on a peut-être fait une invention sans le savoir. Tout d'abord, il est clair mais intense, et je crois que ça a son effet. On a l'impression que c'est de la flotte, ce truc-là, parce il a une couleur un peu légère. Là, on se dit, il va rien y avoir. Et puis, quand on se le prend dans les narines et quand on se le prend en bouche, on a des watts, comme on dit. On est un peu décoiffé, on se rend compte qu'il y a énormément de goût. Et ça surprend et c'est bon dans le cerveau du consommateur. Il a une sucrosité, mais une sucrosité qui n'est pas due au sucre. Les vins de notre région sont secs et la sucrosité est apportée par le fruit. C'est l'impression de croquer du fruit qui donne l'impression qu'il est sucré. Et ça, c'est magique. Voilà. Et ça, on ne l'a pas fait exprès. Mais il se trouve que quand on goûte un vin qui a des arômes de pêche ou de fraise, on a l'impression qu'il est sucré et ça flatte notre cerveau quelque part. Tout ça, me semble-t-il, c'est dans une cohérence totale. Je pense que la force de notre produit, qui continue de faire ses preuves, ça s'arrêtera peut-être un jour, on ne l'espère pas, c'est sa cohérence. Il a une couleur qui est tout à fait en adéquation avec le pays dans lequel il est produit, hein, le pays des peintres qui aiment ce pastel, qui aiment mettre en relief cette lumière, cette luminosité qu'on a. Donc sa couleur, elle est belle, elle est esthétique à regarder, elle évoque le fruit, ce fruit qu'on retrouve au nez, ce fruit qu'on retrouve en bouche avec cette caresse positive de la sucrosité. Il y a une cohérence dans la dégustation de ce vin. C'est un vin qui est cohérent. Il n'est pas un petit morceau et c'est pas que des solistes qui jouent les uns après les autres. Comme le disait tout à l'heure Rémi, c'est un véritable orchestre. Il est en plus cohérent avec les instants dans lesquels il est consommé, ce vin. Ce vin est consommé dans des instants de convivialité, d'affection, parfois de romantisme. Sa couleur, son goût sont en parfaite cohérence avec ce qu'on appelle le vin des copains, le vin des amis. Voilà, il se passe un truc là qu'on n'a là non plus pas maîtrisé, mais qui fait que notre produit, il est totalement cohérent et ça fait sa force. Alors du coup, quand ça fonctionne, il y a une tendance un peu à l'imitation, au contre-typage et à la copie, et on a senti ces dernières années quand même une tendance à l'opportunisme. On s'est mis à vouloir faire des rosés de partout, y compris avec du blanc et du rouge. Vous vous souvenez de cet épisode qui, en 2009, nous avait fait monter au créneau. Quelques-uns des vignerons dans cette salle s'en souviennent. On est monté au créneau pour dire non, un rosé, ça se fait pas comme ça. Il y a un savoir-faire, une culture particulière, mais on sent cet opportunisme. Quand un produit marche, on a envie d'en faire. Et comme c'est difficile de faire bon, on essaie de bricoler. Après, bon, je dirais que les régions qui se sont lancées dans cette aventure ont senti que c'était pas si simple que ça et qu'on ne pouvait pas émerger toute la misère du monde, disons, sur ce marché des rosés, qu'il avait une croissance mais qui était modérée et qu'il fallait faire attention de ne pas couler la chaloupe de sauvetage. Sur le plan qualitatif aussi, on sent actuellement un opportunisme fort. On veut copier le Provence, c'est évident, hein. On comprend cette démarche-là, mais il faut s'en défendre. On entend parler maintenant partout de style Provence. Est-ce que tu pourrais me faire du style Provence? Alors, quelque part, c'est une consécration, hein, de servir de modèle, mais c'est aussi dangereux parce que nos collègues pédalent très vite et il faut qu'on reste en tête du peloton. Un exemple de cette tendance à la copie, c'est la couleur. Regardez un peu, entre 2004 et 2016, l'évolution de la couleur sur des rosés venant du monde entier. Vous avez là une banque de données, il y a 1000 échantillons derrière chaque année. Chaque année, on analyse 1000 échantillons venant du monde. On a divisé la couleur par plus que 2. Donc il s'est passé quelque chose. Alors bien entendu, en Provence, on a aussi, je dirais, éclairci nos rosés, mais cette tendance est suivie par l'ensemble du monde, et vous l'avez tous constaté, les murs de rosés dans les supermarchés sont de plus en plus clairs. Alors voilà l'exemple de la couleur des Provences qui a changé sur 3 ans, on le voit, hein, on va s'arrêter je pense à un moment donné. Ça laisse quand même une belle diversité de couleurs partout dans le monde, hein. On a encore des rosés qui ressemblent à des blancs et d'autres à des rouges, mais il y a un beau nuage de points là, et on voit là les différentes stratégies de production, des rosés les plus clairs qui sont effectivement en France, à ceux qui sont les plus intenses en Espagne. En France aussi, les régions sont différentes, même si l'écart se resserre. La Provence et la Corse produisent les rosés les plus clairs, Val-de-Loire et Sud-Ouest les plus intenses. Voilà un peu où on en est. Nous, ça nous oblige quelque part, et ça a été la commande des professionnels, de définir quel était notre type et notre style, parce que la technologie se copie.
les gens vont essayer de nous copier et il faut qu'on montre qu'on est différent. Aujourd'hui, on est en mesure, mais on continue à le travailler, de définir un peu le portrait robot du Provence pour marquer notre territoire. Alors sur le plan analytique, on sait dire à quoi ressemble un Provence, mais également sur le plan sensoriel. C'est un résultat récent dont je vous fais part là. On a mélangé dans un grand sac 42 rosés venant de 6 régions différentes. On a secoué bien fort et on a demandé à 41 professionnels du vin de déguster ces vins. Et on leur a posé la question de l'exemplarité. Est-ce que ce vin-là, pour vous, est un vin exemplaire de la Provence ? Ils ont goûté les 42 et ils nous ont sorti donc en verre noir et en verre blanc, pour pas être perturbé par la couleur. On a fait les deux manips et voilà les résultats qu'on obtient, c'est-à-dire que quand même on retrouve nos petits, ce qui est extrêmement rassurant et extrêmement positif. Dans les 7 barres rouges, ce sont les 7 Provences. Vous voyez qu'ils arrivent en tête largement en termes d'exemplarité. Donc on sait dire qu'un Provence, c'est pas comme une copie de telle ou telle région. Donc c'est un résultat très fort, encore plus fort en verre noir qu'en verre blanc d'ailleurs. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le fait de voir les vins en verre blanc, comme les couleurs ont tendance à toutes s'éclaircir, c'est confusant. Alors qu'en verre noir, grâce au parfum et au goût des vins, on reconnaît bien nos petits. Alors bon, ça c'est basé sur d'autres profils qu'on a fait. On voit bien que là on a comparé 4 régions différentes. Je ne vais pas lever l'anonymat parce que c'est un peu confidentiel. Je peux simplement vous dire que le Provence, c'est la courbe verte. On voit que c'est un vin qui est jugé particulièrement harmonieux par sa rondeur, par une acidité malgré tout marquée, une faible amertume, une faible structure, beaucoup de rondeur. Enfin, ça c'est mon travail. Mais pour vous dire que derrière, il y a une réalité en termes de profil produit. Et au niveau aromatique, on voit bien que la courbe verte se distingue des autres, ce qui marque le style des Provences, sur des parfums dont on a longuement parlé cet après-midi. Alors l'avenir maintenant, on en est là, très bien, tout va bien, ça va, etc. Qu'est-ce qu'il faut qu'on prépare l'avenir ? Il ne faut pas s'arrêter de pédaler là. L'avenir, alors bon, chacun fait son hypothèse. Moi je pense que le terroir est déterminant, parce que c'est la seule chose qu'on ne pourra pas nous copier, à part l'avance qu'on a, si on continue à avancer nous-mêmes. Mais le terroir, c'était quelque chose d'indispensable, et le terroir, on ne l'exprime bien qu'à partir des cépages et d'une viticulture spécifique. Alors le terroir, on sait que c'est important. On a fait des études par le passé, on a pris des parcelles avec le même cépage, etc. Et on a montré, par exemple, que dans notre vignoble, il y avait 4 groupes de parcelles, avec 4 acidités différentes, en termes de niveau d'acidité et aussi de rapport entre l'acide malique et l'acide tartrique. On a montré qu'il y avait une segmentation en termes de couleur sur nos terroirs aussi, et ça donne des vins qui sont différents simplement par le terroir, toutes conditions égales par ailleurs de viticulture et d'œnologie. Ces vins-là que vous voyez, ils ont été au millimètre et à la minute vinifiés de la même façon. Donc c'est bien le terroir qui s'exprime, et on a pu dire le rosé c'est aussi un vin de terroir comme les grands blancs et les grands rouges. Alors donc l'objectif dans les années à venir, atypicité et rendement constant. Typicité, on aime notre vin, il cartonne, il faut continuer comme ça. À rendement constant, voire en augmentation. On sait qu'il nous manque 5 hecto-hectares en AOP pour faire le plein dans nos régions. Pourquoi pas aller au taquet. Donc on est exigeant en termes de typicité et de rendement. Soit les cépages existants, on va les adapter pour qu'ils s'adaptent au changement climatique et à la baisse des intrants, qui sont une commande sociétale importante. Donc soit on va apprendre à retravailler ces cépages existants, soit on va capter les cépages nouveaux et les adapter à notre typicité, en les conduisant et en les vinifiant de façon adéquate. Je dis cépages nouveaux. Tout à l'heure, Thierry a parlé de croisement Grenache-Syrah. Bon, sachez qu'on a testé ces mêmes variétés dont il parlait en rosé qui donnent de très bons résultats, mais on est aussi sur des programmes de sélection de variétés résistantes. On a fait, nous aussi, la Provence, notre lettre au Père Noël en demandant des cépages qui sont résistants aux maladies, adaptés au changement climatique, qui ont bon goût, qui se récoltent facilement, etc., etc. Le programme est en cours et il est, pour une fois, adapté au vin rosé. C'est-à-dire c'est un programme dédié au rosé, c'est la première fois qu'on prend en compte notre particularité. Alors, les modes de conduite de la vigne et la viticulture, ça me paraît déterminant pour conduire ces cépages, qu'ils soient anciens ou nouveaux. Et on s'est posé cette question, ou même sans poser la question, on a apporté la réponse,
On ne conduit pas une vigne de la même façon selon qu'on produit un vin blanc, un vin rouge ou un vin rosé. C'est une évidence, mais il fallait quand même le dire, hein, parce que jusqu'à présent, je ne me suis pas tellement rendu compte de la différence. Aussi bien on a une vinification spécifique pour le rosé, pourquoi ne pas avoir une viticulture spécifique pour le rosé? On ne s'est jamais posé la question, il faut se la poser. Maintenant qu'on sait les vins qu'on veut faire, et maintenant qu'on sait les raisins qu'on veut pour faire ces vins, on doit pouvoir passer une commande au végétal, à la vigne, pour nous produire ces raisins. Et là, il faut qu'on peut-être qu'on va inventer l'eau tiède, je ne sais rien, peut-être que ça va rien donner, mais il faut au moins qu'on se pose la question de savoir si par hasard, il n'y aurait pas des modes de conduite de la vigne qui seraient plus appropriés au vin rosé que les modes de conduite existants. On a créé un groupe de travail, un système cultural de la vigne dédié au vin rosé, point d'interrogation, dans lequel on va faire varier la fertilisation, la canopée, le feuillage, et bien entendu le parcours hydrique. Ça nous paraît être les 3 entrées principales. Et j'invite mes collègues précédents orateurs cet après-midi à rejoindre ce groupe. Je les inviterai même officiellement, hein, mais aussi bien Jean-Marc, Thierry, Sébastien ou Alice, vous serez Rémi également et Nicolas, vous serez peut-être conviés à participer à cette réflexion parce que tous les éléments que vous avez mis dans le pot commun cet après-midi me paraissent importants pour continuer à réfléchir à cette question-là, un mode de viticulture dédié au vin rosé. Mes remerciements aux organisateurs, hein, Fruition et le Canal de Provence, de nous avoir permis de réfléchir et de phosphorer cet après-midi. Et une pensée à mon équipe qui est restée à vide au banc aujourd'hui pour bosser pendant que moi je blague. Merci. Bon bah écoute, merci beaucoup Gilles. Merci beaucoup à tout le monde. Donc là je me tiens entre vous et la dégustation, donc je vais faire vraiment très très vite. D'abord, je voulais vous remercier tous d'être venus. Je voulais remercier les intervenants et évidemment notre partenaire, la Société du Canal de Provence, l'AFOR, Agriscope et Vivelis et Netafim. Et aussi, bien sûr, remercier notre fournisseur de vin pour aujourd'hui, donc le Château de Berne et les Châteaux de Bertrand. Et vous inviter à venir l'année prochaine, puisqu'on refera la conférence du millésime pour le millésime 2017. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt.